Bah, c'est vrai que la consommation énergétique, elle est plus élevée en altitude et à la fois, quand on n'est pas habitué, on peut avoir des maux de ventre, etc. Donc on peut avoir plus de mal à s'alimenter. Ouais. Hop. Ah, ça revient fort, ça revient fort. Elle est impressionnante. C'est une victoire monumentale de la France. Une transition ultra rapide. Énormissime. Accroche. Il a gagné la finale. Allez, fort, allez. Oh, c'est la patrouille de France. L'armée des champions, c'est eux. Salut, c'est Valentin et je vous souhaite la bienvenue dans le Loop sur le triathlon. Toutes les 2 semaines, je vous emmène à la rencontre des passionnés de triathlon, que ce soit des athlètes professionnels, des coachs, des nutritionnistes. Bref, on part à la rencontre de ces passionnés qui sont acteurs de notre sport. Alors bonne écoute! Dans cet épisode, je vous emmène au cœur de la préparation de l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez est une course mythique avec pas moins de 3200 de dénivelé positif sur la partie vélo et une course à pied à 1850 mètres d'altitude. J'ai eu l'honneur de recevoir Charlotte et Fred de I-Do Sport et ils nous ont expliqué comment préparer une telle épreuve, peu importe l'endroit où on peut vivre. Alors bonne écoute. Salut à tous les deux, ça me fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur ce dernier jour du triathlon de l'Alpe d'Huez. Pour commencer notre échange, est-ce que vous pourrez vous présenter s'il vous plaît ? Salut Valentin, ça fait plaisir de te revoir ici. Et écoute, pour me présenter brièvement, si je commence, je m'appelle Charlotte Morel, je fais du triathlon depuis 2006. J'ai fait beaucoup de triathlon courte distance en équipe de France. Et puis je suis passée sur longue distance depuis 2013, donc pas mal de titres de championne de France, élite en longue distance, et puis de podium sur Ironman et 73. Et je connais particulièrement bien l'épreuve aussi de l'Alpe d'Huez parce que ça a été un de mes premiers triathlons en 2006 ici. Ok. Et je l'ai remporté, je sais plus combien de fois, faudrait que je recompte, mais peut-être 5-6 fois sur le M. Donc c'est vrai que je connais très bien le site, on a fait de nombreux stages d'entraînement en altitude pour préparer la saison. Donc très heureuse de revenir à l'Alpe d'Huez également. Ok, donc tu connais bien cette course, nos auditeurs commencent à te connaître parce qu'on avait fait un épisode ensemble. Et justement, Fred, qui es-tu ? Salut Valentin, je suis aussi très content d'être là sur le site de l'Alpe d'Huez, derrière le micro pour discuter avec vous. Moi je m'appelle Fred Bellobre, j'ai participé aussi au triathlon de l'Alpe d'Huez plusieurs fois, je l'ai gagné sur la distance M. Okay. Moi je suis plutôt à l'aise et professionnel sur la distance M et S. J'ai participé 2 fois aux Jeux Olympiques sur la distance olympique et j'ai aussi avec Charlotte participé à des stages ici à l'Alpe d'Huez. Je connais très bien Cyril Neveu, l'organisateur. On s'est entraîné ensemble dans les années 2000. J'étais donc partenaire d'entraînement avec lui quand il a gagné notamment le championnat du monde et ça fait vraiment plaisir d'être là en tant que partenaire cette fois sur ce triathlon. Ouais, c'est un vrai partenariat, une vraie expertise et une vraie histoire. Et du coup, vous êtes tous les deux, vous partagez cette passion au quotidien. Là, je vous vois tous les deux porter votre t-shirt d'I-Do Sport. Justement, c'est I-Do Sport qui est partenaire cette année de l'Alpe d'Huez. Mais c'est quoi I-Do Sport en quelques mots, en quelques lignes, comment vous pourrez l'écrire ? Alors, I-Do Sport, c'est une plateforme d'entraînement à destination des coachs et des clubs, et donc indirectement aussi des athlètes. Pour les coachs et les clubs, l'objectif est vraiment de simplifier la gestion du club, faciliter l'entraînement et fédérer les athlètes d'un club. Et pour les coachs, c'est faciliter aussi la programmation, la planification d'entraînement, améliorer l'analyse du coach et donc sublimer un petit peu l'entraînement et l'expérience du coach, lui donner des outils pour travailler dans de bonnes conditions et aussi améliorer la communication entre les coachs et entre les athlètes et à l'intérieur du club aussi la communication entre les athlètes. C'est donc vraiment un carnet de liaison qui permet de planifier, analyser et communiquer entre tous les acteurs du triathlon. Ok, on le voit, c'est un réel outil Made in France. C'est vrai que je suis host du podcast, mais je suis aussi athlète, comme je le disais avec Charlotte. C'est un outil que j'utilise au quotidien pour connaître mes séances de souffrance. Donc, j'invite tout le monde à aller le découvrir. Et justement, Charlotte, cette semaine, vous êtes là avec I-Do Sport. Vous êtes partenaire de l'événement. Et j'ai une question que je me pose dans le cadre de cet épisode. C'est comment on prépare une telle épreuve quand on est soit en plaine, soit à la montagne. Est-ce que vous êtes en capacité de fournir un plan d'entraînement justement pour les athlètes qui sont venus relever le défi hier et ceux qui vont relever le défi aujourd'hui sur le M? Quelle est votre expertise sur cette partie-là? Oui, c'est sûr que l'épreuve de l'Alpe d'Huez, elle est unique, elle est vraiment spécifique, puisque c'est un triathlon sur lequel il y a pas mal de dénivelé et sur lequel la partie course à pied se fait en altitude. Donc c'est vraiment spécifique et le plan d'entraînement devrait être adapté pour
c'est une épreuve qui est très exigeante aussi. Et pour que l'épreuve se passe au mieux, c'est vrai que suivre un plan adapté, c'est vraiment conseillé. Ouais, le triathlon de l'Alpe d'Huez, comme tu le dis, c'est quand même une épreuve à part. C'est spécial. Il y a de l'altitude, il y a de la montagne, il y a du dénivelé. Il faut avoir toutes ces conditions de course en tête pour justement les travailler à l'entraînement, se préparer à ce type d'effort pour vivre son expérience triathlon de l'Alpe d'Huez pleinement et profiter de ce moment unique. Ouais, mais justement, moi aujourd'hui j'ai la chance d'habiter à Toulon, dans le sud de la France, donc il y a des bosses. Mais je vois par exemple, avant, dans mon enfance, j'habitais du côté de Niort. On va dire que c'est un peu le calme plat, quelques vaches qui se baladent par-ci par-là dans les champs. Comment vous êtes en capacité d'accompagner l'athlète et de lui dire t'inquiète pas, il n'y a pas de montagne, mais en fait tu vas être en capacité de le faire l'Alpe d'Huez, ou alors vous lui dites il faut absolument quand même aller passer une semaine en montagne où il y a un vrai travail sur home trainer. Comment l'athlète qui écoute ce podcast, l'auditeur qui écoute ça, se dit en fait c'est accessible pour moi et je suis en capacité de le faire? C'est vrai qu'il existe différentes techniques pour remplacer l'absence de dénivelé. Maintenant, on s'aperçoit que sur des petites bosses, notamment en course à pied surtout, on arrive à faire du super travail en enchaînant montée et descente. Donc sur la course à pied, je pense que on arrive toujours à trouver une petite bosse qui traîne dans les parages. Ouais. Et au pire des cas, en vélo, on a aussi la possibilité de travailler sur la fréquence de pédalage, le renforcement musculaire pour mimer un petit peu la montée d'un col et renforcer aussi les muscles du dos, les lombaires et faire en sorte que l'ascension de tous ces cols qui vont s'enchaîner sur le triathlon L et sur l'ascension de l'Alpe d'Huez sur le triathlon M soit faite dans de bonnes conditions avec une musculature adaptée, même s'il n'y a pas de boss à proximité pour l'entraînement. Il y a aussi le home trainer sur lequel on peut vraiment travailler de manière un peu plus spécifique, soit en travaillant sur la fréquence de pédalage effectivement, soit même avec des parcours, avec les applications maintenant qui sont reliées au home trainer et qui permettent de faire des parcours en montagne qui simulent un petit peu la pente. Et donc avec la résistance du home trainer, c'est vrai qu'on peut retrouver des similitudes, en tout cas voilà, quand on n'a vraiment pas d'autre choix. Ouais. On propose sur les plans toujours des solutions alternatives et c'est vrai que ça peut être intéressant durant la prépa d'aller faire un petit séjour en montagne, ça c'est évident, ou même à l'approche de l'été, des cyclos en montagne, il y en a pas mal. Ouais. Donc ça peut être un petit peu des week-end chocs, des week-ends sur lequel on va faire un gros volume montagne, pas mal de dénivelé pour un petit peu assimiler l'entraînement qui a été fait soit sur home trainer, soit en renfo et tout, à du spécifique quand même à l'épreuve. Ok, donc on va dire qu'en fait, finalement, vous proposez une base qui est globale et toute une adaptation en fonction des contraintes de l'athlète, de là où il habite et comme tu disais par exemple des week-end shocks comme il a pu mettre en place quoi. Ouais, tout à fait. Les plans sont de toute façon au départ adaptés en fonction du niveau de l'athlète et en fonction de ses disponibilités. Okay. Donc il y a déjà 3 choix à faire, c'est-à-dire triathlon M, duathlon ou triathlon L. Okay. Puis ensuite le niveau et le nombre d'heures disponibles pour la pratique de l'entraînement. Ok, ouais, c'est vrai que c'est un sport qui prend beaucoup de temps et justement je vous vois là entre iDo Sport, là on tourne le podcast, là on vous faisait une vidéo, mais à côté vous êtes quand même athlète et je vous vois courir, partir faire du vélo et moi c'est pareil, mais comment on s'acclimate justement sur cette partie altitude, comment on s'acclimate à courir à 1850 parce que je sais pas si vous l'avez ressenti quand vous avez été courir, mais il y a quand même une grosse différence par rapport à courir en plaine. C'est quoi vos conseils pour les athlètes, que ce soit débutants, amateurs ou même professionnels? C'est d'arriver le jour J et de faire la course et de se dire on verra ce qui se passe, c'est d'arriver 3-4 jours avant, comment vous sentez ce point-là? Ouais, le conseil sur la pratique d'un sport en compétition en altitude, il est clair, il est évident. Il faut une période d'adaptation de 3, voire 4, voire 5 jours suivant les athlètes. Ouais. Maintenant, comme tu l'as dit tout à l'heure, tout le monde n'est pas disponible 4-5 jours avant la course. Mais sur le plan, il y a des grandes lignes qui peuvent s'adapter en fonction de chacun. Il y a les conseils les plus évidents et les plus rentables, j'ai envie de dire. Et puis après, il y a aussi des conseils intermédiaires suivant les disponibilités de chacun. Donc ce sera vraiment de venir 3 à 4 jours avant pour être tout de suite en altitude. Et sinon, l'altitude, déjà, il faut savoir qu'il y a des bons et des mauvais récepteurs. Donc les stages en altitude, c'est assez individuel aussi. Donc il faut être prudent par rapport à ça. Mais plus on fait de périodes en altitude et plus on va s'adapter rapidement. Okay. Donc par exemple, si un athlète qui nous écoute a l'occasion de venir
quelquefois pendant l'hiver faire des stages en altitude, faire du ski de rando par exemple en altitude, du ski de fond ou même du vélo au mois d'avril quand il y a plus de neige. Ça va faciliter son organisme à s'adapter à l'altitude et peut-être qu'au bout de 2-3 jours, il sera rapidement aussi adapté s'il vient juste avant le triathlon. Ok. Et justement, sur la partie nutrition, je trouve que on le sait, on le dit de plus en plus qu'il faut tester sa nutrition à l'entraînement, en compétition. Mais est-ce que pour toi, Charlotte, il y a réellement une différence entre la nutrition en bas, en plaine, et la nutrition en altitude? Parce que j'ai eu pas mal de retours d'athlètes qui disaient qu'en fait, c'était toujours passé à l'entraînement, mais finalement, dans l'Alpe d'Huez, c'est quand même assez compliqué de manger. En altitude, c'est quand même assez compliqué de manger. Est-ce que les règles sont toujours les mêmes? Est-ce qu'il faut écouter son corps? Ou comment quels sont tes conseils, toi, sur la partie nutrition, justement, sur une telle course en altitude? C'est vrai que la consommation énergétique, elle est plus élevée en altitude et à la fois, quand on n'est pas habitué, on peut avoir des maux de ventre, etc. Donc, on peut avoir plus de mal à s'alimenter. Mais on l'a vu hier, ce triathlon L de l'Alpe d'Huez, c'est pas un L classique. Ouais. Il dure vraiment beaucoup plus longtemps qu'un L habituel. Donc, il faut aussi prendre en compte la durée de l'effort qui n'est pas la même. Et du coup, toujours avoir un apport glucidique suffisant tout au long de la course. Alors après, c'est vrai que c'est compliqué de s'alimenter sur les parties ascendantes, les cols. Du coup, il vaut mieux privilégier à ce moment-là une alimentation liquide ou des gels qui soient adaptés. Alors maintenant, les gels, ils ont bien évolué. C'est vrai que quand on parle de gel, des fois, on voit des athlètes un petit peu se dire ah non, moi les gels c'est trop sucré, j'aime pas ça. Mais maintenant, il y a des gels qui sont liquides avec de l'eau, qui sont bien équilibrés. Donc je citerai pas forcément de marque, mais voilà, faut qu'ils aient un apport glucidique suffisant, qu'ils aient des minéraux, qu'ils aient du sodium, des vitamines B. Et complémenté avec une boisson. Donc la boisson énergétique qui pareil doit être bien équilibrée et donc avec une alimentation liquide ou semi-liquide comme des gels, je pense que vraiment tout le monde peut s'alimenter correctement jusqu'au sommet de l'Alpe. Et pareil sur la partie course à pied, je pense que les gels c'est quand même ce qu'il y a de plus adapté parce que mâcher c'est plus compliqué. Déjà on manque un petit peu d'oxygène en altitude. On est essoufflé, on est plus essoufflé, on a plus de difficultés, la fréquence cardiaque peut s'élever plus rapidement, donc je pense qu'il faut rester sur quelque chose de quand même assez facile à consommer, quoi. Comme tu le dis souvent, Charlotte, c'est aussi évidemment utiliser en compétition tout ce qui a été testé avant à l'entraînement. Oui, bien sûr. Oui, tester et valider les choix des produits énergétiques et puis s'y habituer à l'entraînement, c'est-à-dire les consommer régulièrement sur les sorties longues, etc. pour que le jour de la course, l'organisme ne soit pas surpris à consommer un produit énergétique. Et c'est vrai que ça peut aussi être source de troubles gastriques quand on s'y est pas habitué auparavant, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment le 4e sport, j'ai envie de dire, du triathlon et qui en plus... Il y a une grosse influence sur la partie météo. On le voit, on a connu des années où il y a eu un orage, le corps il a froid, donc il faut le réchauffer, donc on consomme plus. Là, hier, quand même, il y a eu des températures qui étaient assez élevées sur la fin de course. Donc c'est vrai qu'on voit qu'il faut adapter tout ça. Et justement, je voulais faire un focus sur l'avant-course et ensuite on fera un focus sur l'après-course. Imaginons, on part dans l'état d'esprit que l'athlète il vient d'arriver 5 jours avant justement pour faire son acclimatation parce que c'est quand même une course familiale, donc il vient regarder la course Kids et puis lui il fait le M. Comment il peut s'affûter? Est-ce qu'il s'affûte de la même façon pour un Alpha Ironman classique ou alors il y a vraiment quelque chose à mettre en place? Est-ce qu'il faut faire une reco de l'Alpe d'Huez? Est-ce que c'est déconseillé? Je pense que c'est quand même en fonction de la tête, mais quels sont tes conseils là-dessus, Fred? En fait, la période d'affûtage, la philosophie de la période d'affûtage, c'est vraiment retrouver de la fraîcheur à tous les points de vue, c'est-à-dire la fraîcheur psychologique. Ouais. Quand on arrive en fin de période d'entraînement à une semaine de la course, normalement, on a quand même encore de la fatigue. On est marqué par l'entraînement qui vient d'être passé, ce qui est normal. C'est ce qui a stressé un peu l'organisme et donc on est encore en période de fatigue et petit à petit jusqu'à la course, la fatigue va s'atténuer, la fraîcheur va arriver et comme je le disais à l'instant, la fraîcheur elle est mentale, elle est musculaire. En fin de période d'entraînement intense, on a aussi des petites tensions, des petites courbatures, un tendon qui est un peu sensible et tout ça il faut faire en sorte de le faire disparaître. Ouais. Donc ça c'est vraiment la baseline, quoi, le maître mot de la période d'affûtage. Après, c'est aussi une période où on peut s'approprier
le site de course Okay. et commencer à créer des automatismes dans la perception de l'effort, les moments difficiles de l'ascension de l'Alpe d'Huez, les parcours de rotation dans le parc à vélo, où est-ce qu'est notre vélo. Voilà, c'est plein d'automatismes qu'on va créer et qui vont permettre d'économiser de l'énergie le jour de la course et éviter de sortir de sa course si par exemple on arrive, qu'on sait plus où est l'entrée du parc, la sortie, dans quel sens on est là, on est fatigué, on manque un peu de lucidité. Donc quand on a repéré tout ça, ça permet quand même d'économiser de l'énergie le jour de la course. Après, faire l'ascension de l'Alpe d'Huez en entier avant la course, c'est vrai que ça permet de se rendre compte de la difficulté. Maintenant, il faut prendre conscience qu'on est quand même en période de recherche de fraîcheur et puis de gommer un petit peu les courbatures. Donc peut-être la moitié, ça peut suffire. Ça dépend vraiment du niveau de l'athlète aussi. Ouais. Un athlète qui s'entraîne 30 heures par semaine et un autre qui s'entraîne 8 heures, forcément, il n'y aura pas les mêmes conseils derrière. Mais voilà, en tout cas, le monter en voiture pour se rendre compte un petit peu de la longueur, ça peut être pas mal. Savoir aussi qu'il y a des virages qui s'aplanissent un petit peu dans l'ascension et qui permettent de récupérer. Voilà, c'est quelques petits détails qui permettent d'arriver le jour de la course un peu plus serein. Ouais, donc on va dire sur le mythe de l'Alpe d'Huez, peut-être justement être concentré quand on conduit et qu'on arrive sur site pour se dire ok, là je vais vraiment subir, là ça va aller mieux, là je vais ralentir. De toute façon on le voit, les voitures déjà elles ont un peu de mal, donc Ouais, de toute façon, c'est un gros morceau. Hein. C'est comme on le disait hier pendant les commentaires en live de la course, c'est le juge de paix, que ce soit chez les pros ou chez les amateurs. Le parcours sur l'ensemble est difficile, mais c'est vrai que l'Alpe d'Huez, c'est le juge de paix, mais c'est aussi pour ça qu'on est là. Il y a une super ambiance, il y a des super parcours, et c'est vrai que quand on pose le vélo, on n'a pas encore eu le temps de récupérer. C'est aussi la particularité de ce triathlon. On pose le vélo en haut de la bosse. Mais voilà, c'est ce qui fait la beauté de cette course où on court ici à 2000 mètres d'altitude au milieu des montagnes et de ces paysages magnifiques. Bon, en tout cas, merci pour ces conseils d'avant-course. Et justement, Charlotte, tu l'as fait plus d'une fois cette course, tu nous le disais au tout début de l'épisode. Comment on récupère après une telle course ? Est-ce que c'est une récupération comme d'autres courses classiques ? Ou alors il y a vraiment une phase à prendre en compte, une descente en altitude en plus à gérer ? Comment t'as fait toi ? Je pense qu'on peut le prendre en compte comme une course assez classique. Finalement, il y a une fatigue musculaire qui s'installe et une fatigue peut-être un peu plus importante due à l'altitude et au manque d'oxygène. Donc ça peut être un peu plus fatigant, mais finalement l'après-course il doit se gérer pareil, c'est-à-dire avoir une bonne nutrition pour refaire ses stocks et tout de suite bien récupérer au niveau musculaire. Et puis bien dormir, bien sûr, c'est évident, mais aussi faire une petite activité très douce pour musculairement activer la récupération. Mais bon, moi je l'ai toujours géré comme une course classique, la récupération. Par contre, c'est vrai que j'ai laissé Fred expliquer ce qu'il pensait de l'avant-course. Moi, je pense vraiment que la période d'acclimatation, elle est individuelle à chacun. Il y en a qui réagissent plus difficilement à l'altitude que d'autres. Et faire le parcours de l'Alpe d'Huez les 3-4 jours avant, ce sera pas forcément judicieux parce qu'en période d'acclimatation, justement, l'entraînement doit être très doux. Et vu la difficulté de l'épreuve, il vaut mieux arriver un petit peu plus frais que inversement. Donc je pense que l'altitude c'est exigeant et ça demande beaucoup des toutes petites séances avant l'épreuve et puis une récupération assez classique juste après, mais c'est quelque chose à prendre en compte, c'est quelque chose de spécifique comme on l'a dit. Et voilà. Bon, en tout cas, merci pour tous ces conseils, pour toute cette expertise en tant qu'athlète, que coach et justement toute votre connaissance que vous avez pu partager dans cet épisode. Donc je tenais à vous remercier et puis je vous dis à très vite. Merci à toi Valentin, ça fait plaisir. On donne rendez-vous donc à tous les auditeurs qui veulent suivre le programme proposé par le site de l'Alpe d'Huez qu'on a eu la chance et l'honneur de pouvoir confectionner sur le site de l'Alpe d'Huez et puis aussi sur le site physique donc du 22 au 26 juillet 2024 pour la prochaine édition. Bon, au top. Bon, vous l'avez compris, avec Charlotte et Fred, vous pourrez aborder cette course de l'Alpe d'Huez en toute tranquillité. Et puis, Charlotte, si tu veux dire un dernier mot, où vous retrouvez, comment faire pour vous contacter, avec plaisir.
Et ben, pour suivre le plan d'entraînement de l'Alpe d'Huez, c'est directement depuis le site. Et puis pour nous contacter, nous, iDo, MyTribe en tant qu'entraîneur, c'est assez facile à trouver sur Internet. iDo Sport App, mytribe.fr. Voilà. Bon, C'est assez facile à trouver sur je vous sur mettrai Google. le lien en description, comme ça vous aurez toutes les infos et vous aussi vous pourrez vous affronter à ce mythe de l'Alpe d'Huez. Merci à vous et à très vite. Merci Valentin. Ciao, ciao. Salut. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour continuer à faire évoluer le projet, je vous invite à me laisser un avis sur les différentes plateformes d'écoute. De plus, pour suivre l'actualité, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram Loop sur le triathlon. Et surtout, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Alors merci à vous et à très vite. Ciao ciao.